Chers participants, bon après-midi à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Comment écrire son rapport professionnel avec LaTeX. Dans ce séminaire se tournera sur les outils et la syntaxe de base pour rédiger un rapport professionnel avec LaTeX. Tout cela avec Dr. Iqbal Sayahi, membre du corps professoral de l'Université Mid-Ocean. Accordons maintenant la parole à Dr. Iqbal. Dr. Iqbal, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Merci infiniment, chère mademoiselle Malek. Rebon après-midi à tous et bienvenue à cette formation sur LaTeX. Donc, je suis ravie de vous voir ici aujourd'hui. Donc, LaTeX, c'est un système de préparation de documents qui est particulièrement apprécié dans le milieu académique et scientifique pour sa capacité à produire des documents de haute qualité typographique. Alors, durant cette conférence-là, nous allons explorer ensemble les fonctionnalités de base de LaTeX, y compris la mise en forme du texte, la création des tableaux, l'insertion d'images et bien plus encore. Donc, que vous soyez débutant déjà ou bien que vous avez une certaine expérience, j'espère que vous trouverez cette session informative et enrichissante. Bien sûr, n'hésitez pas à poser les questions à tout moment. L'objectif est de vous aider à vous familiariser avec cet outil puissant afin que vous puissiez l'utiliser efficacement dans votre projet futur. Merci encore une fois pour votre présence et allons-y, commençons notre session qui va s'étaler sur 3 parties. Donc, la première partie, c'est une partie introductive. Donc, on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que c'est LaTeX, qu'est-ce qui fait la différence entre LaTeX et les différents outils que vous êtes en train d'utiliser, le Microsoft Word par exemple. On va voir les outils et les logiciels qu'on peut utiliser déjà pour écrire un rapport avec LaTeX. Et puis, on va s'embarquer plutôt avec la syntaxe et les commandes pour pouvoir comment on peut mettre en page un bel rapport professionnel. On va commencer par notre introduction. Donc, certes, vous avez posé la question, mais qu'est-ce que c'est en fait LaTeX? Donc, LaTeX, c'est un langage de mise en page. Donc, vous voyez ici, c'est un langage, ce n'est pas un éditeur. Et c'est ça la première différence entre Word et LaTeX. Word, c'est un éditeur qui va nous permettre de créer des pages blanches vierges, taper un document là-dessus et puis avec un menu aussi riche en commandes et en options, on peut faire de la mise en page. L'output de Word, c'est un fichier, comme vous le savez, d'extension .docx. Par contre, le LaTeX, c'est un langage de programmation qui va nous permettre de mettre un contenu et de l'embellir en utilisant des instructions et des commandes. L'output de notre langage LaTeX, c'est bien évidemment un fichier PDF. Donc, LaTeX, il est utilisé dans la plupart des organisations et des universités pour créer des documents de façon professionnelle. Donc, le fichier source LaTeX, il contient du texte, mais il contient également des petites lignes de commande qui permettent l'ajout de la mise en page. Donc, avec des commandes et des instructions, on va essayer d'ajouter des images, des tableaux, changer les couleurs, les interlignes, les marges, ce que vous voulez. Donc, tout ce qu'on est censé faire avec Word, on peut le reprendre avec LaTeX, mais avec une bonne qualité, avec des lignes de code. Donc, pourquoi on fait LaTeX? Pourquoi on va utiliser de la programmation? Parce que pour le Word, à chaque fois où on ajoute des documents, on devra refaire la mise en page. Et là, la mise en page, on peut dire qu'elle est un peu pénible parce qu'on souffre toujours surtout de la partie génération des références bibliographiques, génération de tableaux de matière, de tableaux de figures. Parfois, les et c'est pas aussi évident de mettre l'image ou bien le tableau avec une bonne qualité dans le bon emplacement. Tout cela, il est résolu par LaTeX parce qu'on va diviser le document en 2 parties. Un premier fichier qui contient les composants ou bien le contenu scientifique de document, c'est-à-dire on va trouver les titres, les chapitres, les figures, les tableaux, ce que vous voulez. Et puis, un petit autre fichier qui sert à la mise en page. Et là, on va mettre les commandes de mise en page, les commandes de l'insertion des composants, les commandes des couleurs et tout ça. Et avec cette façon-là, on peut avoir un document qui aura plusieurs apparences différentes, sans changer
le contenu, parce qu'on va juste opérer sur la partie latex, sur la partie mise en page. Également, le même fichier de mise en page, on peut l'appliquer sur plusieurs rapports en même temps et on n'est pas censé refaire tout, juste on devra à chaque fois lier les commandes latex avec le document à régler ou le document à mettre en page. Donc, vous voyez, c'est aussi simple et c'est aussi professionnel. Donc, bien sûr, ce qui diffère aussi LaTeX par rapport aux autres éditeurs de texte, c'est que LaTeX n'est pas un environnement what you see is what you get, comme Word. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait un environnement what you see is what you get? Si vous travaillez avec Word, à chaque fois où vous voulez changer une couleur ou bien interligne ou bien marge ou bien ce que vous voulez, vous devez sélectionner la partie et naviguer sur le menu. Et à chaque fois où vous sélectionnez une option, automatiquement, vous pouvez voir l'impact de ceci sur le document. D'ailleurs, vous pouvez même balayer la palette de couleurs, par exemple, du texte, et vous allez voir que le texte, il change de couleur instantanément. Donc, avec la texte, non, on ne peut pas faire ceci parce qu'on est censé écrire des commandes et puis exécuter, parce qu'après tout, on est dans un langage de programmation, donc exécuter pour voir l'impact des commandes qu'on a fait sur le document. Bien sûr, au début, vous allez me dire, mais madame, c'est un peu compliqué, c'est un peu dur. Nous voulons voir au fur et à mesure l'impact des résolutions ou bien l'impact des changements sur le document. Je vais vous rassurer en vous disant que l'environnement what you see is what you get n'est qu'une histoire d'habitude. Il est simple pour vous parce que vous êtes habitué à l'utiliser. Dès que vous commencez à utiliser LaTeX et à produire des documents avec LaTeX, vous allez voir que ça ne nécessite plus d'efforts et ce n'est pas trop compliqué, c'est juste une question d'habitude. Donc, c'est quoi les avantages de ce latex-là? Premièrement, la robustesse, parce que LaTeX il est doté de tous les outils nécessaires pour la création des documents. Autrement dit, vous allez trouver tout le nécessaire pour mettre en place les composants de votre document, les formules mathématiques, les références bibliographiques, les différentes tables de matière, les paragraphes, les mises en page, tout ce que vous voulez, il est là et il est prêt à employer. Juste, il fallait avoir une petite idée sur la syntaxe et sur les commandes. Bien sûr, comment il travaille ce latex-là? Donc, on a ce qu'on appelle les bibliothèques ou bien les packages qui devront être installés sur votre éditeur et à chaque fois où vous allez faire une option, c'est le programme concerné ou bien le package concerné qui va être exécuté. Par exemple, si nous voulons changer la couleur d'un paragraphe, il fallait d'abord avoir un package ou bien avoir une bibliothèque qui s'appelle Color. Donc, ce Color-là, c'est un programme qui contient toutes les opérations possibles sur les couleurs. Et donc, à chaque fois où on est censé modifier la couleur d'un texte ou bien d'une partie ou bien d'un titre, il y en a des commandes spécifiques qui appartiennent à cette bibliothèque-là et qu'on devra utiliser pour atteindre notre objectif. Le deuxième point fort de LaTeX, c'est qu'il contient des fonctions automatiques. Donc, en quelques lignes de code, ou bien en une seule ligne de code, si vous voulez, on peut insérer automatiquement la liste de tableaux, la liste des figures et la liste des matières, qui est une tâche très pénible avec le Microsoft Word. Et en plus que ça, à chaque fois où vous changez un titre dans le document, à chaque fois où vous changez l'ordre d'apparition de vos figures et vos tableaux, automatiquement, LaTeX il met à jour votre liste de tableaux, votre liste des figures et votre liste ou bien votre table de matière. Donc, vous voyez, vous n'allez jamais prendre le souffle de à chaque fois ajouter les légendes et rectifier le numéro de page ou bien l'emplacement et rafraîchir à chaque fois vos tableaux et vos index pour que le document soit cohérent. Non, avec LaTeX, tout cela se fait de façon automatique sans avoir la peine de le gérer manuellement. Également, avec tout ce robustesse-là, LaTeX, c'est un outil gratuit, libre et multiplateforme. Donc, gratuit, c'est-à-dire on n'est pas censé payer de l'argent pour utiliser. Plutôt libre et multiplateforme, c'est-à-dire on a l'accès à toutes les bibliothèques et à tous les packages qui existent au niveau de LaTeX. Et LaTeX, en plus que ça, on peut l'utiliser sur n'importe quelle machine, avec n'importe quelle caractéristique et avec n'importe quel système d'exploitation. Avec les nouvelles technologies et tendances, on a déjà donc, on est censé ou bien on peut
écrire des documents professionnels avec LaTeX sur le cloud, c'est-à-dire on va partager un outil ou bien un portail de travail collaboratif tel que le Overleaf par exemple, et on va travailler ensemble sur le même document de façon synchronisée. En temps réel, je peux voir l'avancement et les modifications qui sont faites par mes collaborateurs, et mes collaborateurs également, ils peuvent me suivre qu'est-ce que je suis en train de faire sur le même document, et on va voir ceci juste après. Les distributions et les éditeurs, donc là, on a deux façons de travailler avec LaTeX, comme j'ai dit tout à l'heure. Soit on va travailler en ligne, soit on va installer proprement des outils qui me permettent d'écrire des documents. Donc, bien sûr, LaTeX, c'est un langage de programmation et pour cela, on devra avoir deux composants dans notre ordinateur si nous voulons travailler en local. En local, c'est-à-dire on va installer le logiciel ou bien l'éditeur de LaTeX sur notre ordinateur. On devra tout d'abord installer le noyau qui va exécuter les commandes. On appelle ça les distributions, telles que le TextLib, le MacTeX, le MikTeX. Donc, le TextLib, c'est le noyau Linux qui peut s'installer, c'est le noyau LaTeX qui peut s'installer sur Linux. Le MacTeX, c'est l'exécuteur ou bien l'interpréteur LaTeX qu'on peut installer sur Macintosh. Et pour ceux qui utilisent le Windows, ils doivent installer le MikTeX qui est le noyau ou bien l'interpréteur de LaTeX. Travailler directement sur l'interpréteur, c'est aussi dur parce que c'est la pure programmation. Et donc, les chercheurs de ce domaine, ils nous ont fourni une petite interface facile, conviviale, très proche du Word, qu'on peut l'utiliser pour donc écrire un document LaTeX. Là, il y en a des options à cliquer et à choisir et automatiquement, il y aura génération du code LaTeX correspondant. Et parmi les éditeurs que vous pouvez utiliser, TextMaker, WinEdit 5, LYXI, ainsi de suite. Donc, si vous voulez travailler avec LaTeX, vous avez le choix, soit entre l'installation des différentes technologies et distributions dont j'ai parlé tout à l'heure, ou bien vous pouvez utiliser directement un outil collaboratif en ligne tel que le Overleaf. Donc, vous pouvez, avec le Overleaf, juste créer un compte, ouvrir une template LaTeX sur Overleaf et débarquer et commencer à saisir votre document. Voilà, donc on va débarquer maintenant avec la syntaxe de base et comment on peut réaliser un rapport avec LaTeX. Et c'est ça la partie qui compte vraiment pour nous aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, donc LaTeX, c'est un langage de programmation et du coup, on devra avoir un code que lorsqu'on l'interprète ou bien lorsqu'on l'exécute, on trouve le résultat sur un PDF. Donc, le corps d'un document LaTeX est le suivant. Tout d'abord, nous devons définir notre type de document avec la commande document class. Donc, vous voyez ici document class, elle permet de définir on est en train d'écrire quoi. Là, j'ai dit que je suis en train d'écrire un rapport. C'est pour ça que j'ai mis report ici. On va voir les différentes alternatives de report tout à l'heure, mais je tiens à vous dire que ça peut être un article, ça peut être une lettre, ça peut être une présentation, ça peut être un document mathématique. Donc, tout dépend. Ça peut être une conférence même. Donc, vous voyez ici, le type de document, ça diffère selon le contexte. Là, pour mon rapport, j'ai choisi de l'écrire sur un papier A4. C'est le standard là, mais je peux, si mon travail s'étale ou bien mes figurines s'étalent sur A3 ou bien A2, et vous pouvez, je pense que vous avez aidé sur la différence ou bien, entre ces types de papiers-là. Donc, ici, j'ai mentionné que mon rapport va être imprimé sur un document standard avec des papiers de dimension standard et j'ai choisi comme police 11 points. Donc, c'est la taille de l'écriture. D'accord? Donc, pour commencer votre document LaTeX, vous devez tout d'abord commencer par écrire le type de document et sur quel type de papier vous allez l'imprimer ou bien vous allez l'enregistrer. Ensuite, on va lister l'ensemble de packages dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, je devais mettre en place toutes les bibliothèques que je voulais utiliser. Si je vais utiliser des images, je devrais utiliser le package graphique. Si je vais changer les couleurs, je vais utiliser le package color. Ici, je voulais utiliser le langage français. Donc, je suis censée prendre en considération les lettres accentuées, accent à accent, ainsi de suite. Donc, j'ai mentionné que je vais utiliser la langue latin pour mettre en considération qu'il y en a des lettres accentuées. Et on a pas mal de packages, par exemple, pour les tableaux, on va utiliser Table. Donc, vous voyez, on a pas mal de bibliothèques et chaque bibliothèque, elle contient déjà l'ensemble des fonctionnalités qu'on peut utiliser pour manipuler ce truc-là.
Et là, une question pareille peut se poser, mais madame, comment on va connaître qu'est-ce qu'on va utiliser déjà? Donc, c'est très simple. Si vous ne connaissez pas le package en exécutant, il va vous afficher le compilateur, il va vous dire qu'il vous manque le tel package, ainsi de suite. Mais sinon, c'est une question d'habitude, d'accord? Donc, lorsque vous allez manipuler amplement la texte, à chaque fois où vous allez ajouter un composant ou bien une mise en forme, vous allez comprendre par habitude que vous devez utiliser tel package. D'accord? Donc, la première partie, c'est une partie de configuration. Et puis, on devra ouvrir carrément le document avec un environnement restreint ou bien limité entre une commande begin et une commande end. Donc, entre begin et end, c'est là où on va mettre notre document. D'accord? Tout le contenu scientifique devra être mis entre ces deux commandes-là. Bien sûr, ici, je vais ouvrir un document. C'est pour ça que j'ai mis begin document. Et à la fin, lorsque je termine la saisie de mon contenu, je vais mettre un document pour fermer le contenu. Donc, on peut dire que notre code, il est réparti en deux parties, une partie en tête, une partie corps. Dans l'entête, on va mettre tout ce qui est configuration et bibliothèque à utiliser. Et dans la partie corps, on va mettre le contenu scientifique. Et bien sûr, toute configuration qui est mise en haut, ça va être appliqué sur le document en lui-même. Là, j'ai choisi juste de vous afficher une phrase de bienvenue. Ceci, c'est le corps du document. C'est une petite phrase qui va occuper une page A4 et voilà le résultat. Donc, lorsque je vais imprimer, je vais trouver cette simple phrase-là. Mais vous allez me dire, mais madame, c'est visuel, c'est en noir, 11 points. Parce que ici, je n'ai pas mis des commandes de configuration, je n'ai pas mis des commandes de mise en page. Donc, la texte, il va prendre la configuration par défaut qui est la couleur noire. L'interligne et les marges sont le standard ou bien le par défaut. Juste, il a mis la taille de l'écriture est égale à 11 parce que j'ai mentionné ça au niveau de la définition du tableau, du document, pardon. Donc, voilà ici, si je vais résumer, comme je vous ai dit tout à l'heure, là, on a deux parties dans notre corps, ou bien dans notre code. On devra tout d'abord commencer par l'entête, ou bien la préambule. Donc là, on va mettre tout le nécessaire pour les packages que nous voulons utiliser. Et là, on va mettre le corps, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voulait écrire dans ce rapport. Donc là, j'ai utilisé le même type de document, un document de type rapport, le même type de papier, un papier A4, juste j'ai changé la police en 12. Là, UTF-8, c'est le type de codage. Parce que vous connaissez tous, si on va interpréter, il y en a donc une exécution et une transformation ou bien traduction du contenu en binaire pour qu'on puisse interpréter. Donc là, c'est le type de codage qu'on va utiliser pour faire le va-et-vient entre la représentation binaire du document et la représentation qu'on connaît tous, c'est-à-dire le document en lui-même. Là, j'ai utilisé un package qui me permet de définir plusieurs fonds, c'est-à-dire plusieurs types de polices, Time New Roman, Arial, ainsi de suite. Et là, j'ai utilisé le package Babel pour indiquer que je vais utiliser le français comme langage de programmation, comme langage d'écriture, pardon. Donc là, je peux utiliser n'importe quel langage, anglais, latin. Tout à l'heure, j'ai utilisé latin. Donc, vous voyez, c'est pour mentionner le langage et pour que le latex, il prend en considération la catégorie ou bien la plage des caractères que l'utilisateur peut taper. Donc, une fois on a terminé la configuration, on va passer au document et on va écrire un document. Donc là, comme toujours et comme je vous ai dit tout à l'heure, notre contenu, il doit être compris entre une balise de begin et une balise de fin pour dire que c'est là la limite de notre document. J'ai commencé par l'écriture d'un petit paragraphe, là, mes premiers pas avec la texte, ainsi de suite. Juste ici, vous remarquez, j'ai fait précéder la texte par un anti-slash et c'est très bien parce que la texte, c'est un mot réservé. Donc, pour cela, pour nier ou bien pour désactiver cet aspect spécial du mot, je les ai anticipés par un anti-slash. Pareil, si je vais intercaler, par exemple, begin ici, begin, c'est un mot réservé, donc je devrais le faire précédé par un anti-slash pour désactiver l'aspect réservé. Donc là, c'est un simple paragraphe. Et puis, donc, comme vous le constatez là, j'ai ouvrir un nouveau environnement. Et là, je tiens à vous dire que l'environnement, c'est la plage entre l'ouverture d'une commande et sa fermeture. Donc, entre begin document et end document, ça, c'est l'environnement document. Là, bon, entre begin itmice et end itmice, c'est un environnement itmice, ainsi de suite. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est cet environnement? Là, je voulais écrire des tirets.
D'accord? Et donc, en latex, pour faire des tirés, on va ouvrir l'environnement itemize. Dans ce cas-là, latex, elle va comprendre que je vais mettre des tirés. Et au lieu d'écrire juste tiré en Word, on va la remplacer par item en latex. Donc, latex, après, avec cette écriture-là, il va comprendre que le premier tiré, elle contient visualiser le document à l'écran. Le deuxième tiré, elle veut dire imprimer le document. Et le dernier tiré, elle veut dire et plein d'autres choses. Donc là, on est en train de programmer un petit code qui permet d'écrire 3 tirés dans un document PDF. Là, j'ai parlé tout à l'heure des commandes et des environnements, et donc je peux vous dire de façon générale que dans LaTeX, pour écrire un document, tout se passe à travers les commandes. Et là, il y en a des commandes instantanées qui n'admettent pas d'environnement, c'est-à-dire une petite simple commande qui a une influence plutôt sur le reste du document. Par exemple, là, lorsque j'ai mis use package, donc use package ici, c'est une commande qui n'admet pas d'environnement parce qu'elle sert juste à mentionner le package importance que je vais utiliser, ou bien le package fontaine que je vais utiliser, ou bien le package label que je vais utiliser. Vous voyez, donc c'est une petite commande juste qui va être appliquée sur le reste du document. Par contre, là, la commande begin, elle admet un environnement. Pourquoi? Parce que je devrais ajouter du texte et du contenu là-dessus. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'en LaTeX, on est censé avoir 2 types de commandes. Une commande sans argument, sans environnement, c'est-à-dire juste on va lui donner un type et peut-être une liste des attributs. Et on a des commandes qui nécessitent l'ouverture d'un environnement. Et dans ce cas-là, on va utiliser begin et end pour limiter l'environnement et donc pour limiter le contenu de texte sur lequel on va appliquer cette commande-là. Donc, par exemple, là, l'effet de items, il est établi sur cette partie-là qui est encadrée par un begin et un end, donc qui existe dans l'environnement itemize. Maintenant, c'est vrai, dans une offre, je ne peux pas balayer toutes les commandes. Je vais essayer de faire le balayage des commandes de base, mais n'inquiétez-vous pas, LaTeX, il est très documenté, c'est-à-dire une fois vous accédez sur Internet, vous allez trouver la syntaxe avec l'explication de toute chose ou bien de tout truc que vous voulez ajouter dans votre document professionnel. Je vais commencer par les commentaires. Là, vous savez tous que parfois, en écrivant un document, on est censé ajouter un commentaire qui ne sera pas visible ou bien qui ne sera pas inclus au contenu scientifique de notre document, mais qui va servir comme étant des indications ou bien des explications. Là, donc, les commentaires en latex, ils commencent par 1%. Donc, à chaque fois où vous voulez écrire un commentaire, vous devez écrire et faire suivre ce pourcent-là par le commentaire que vous voulez intercaler dans votre document. Bien sûr, ce document-là, si vous allez lister le code source de votre rapport, c'est-à-dire le fichier de configuration, vous allez trouver ce commentaire-là, mais une fois que vous allez compiler, le PDF qui va être généré, il ne va pas contenir ce commentaire-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose aussi, c'est que LaTeX, il ne sait pas faire un retour à la ligne automatiquement. C'est-à-dire, si je vais écrire un paragraphe et je tape Entrée pour le deuxième paragraphe, si je vais compiler le PDF, je vais trouver que les paragraphes sont successifs, c'est-à-dire le retour à la ligne que j'ai mis dans le document source, il n'a pas été transmis vers le PDF. Et là, pour dire à LaTeX que je voulais sauter de ligne ou bien que je voulais retourner en ligne, on met soit le double anti-slash, soit /newline. Ce sont 2 commandes qui permettent de faire un retour à la ligne parce que les espaces et les retours chariots ne sont pas considérés ou bien ne sont pas interprétés automatiquement par LaTeX. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Si j'écris un mot et je tape 4 à 5 espaces et puis j'écris le deuxième mot, si je vais compiler, je vais trouver qu'il y en a juste un seul espace qui sépare les 2 mots parce que LaTeX, il n'est pas censé interpréter les espaces et les retours à la ligne tels que l'utilisateur les a mis dans le code source. Et il y en a bien sûr des commandes, si nous voulons ajouter plus d'espaces, on a des commandes à utiliser, telles que le cas ici, si je voulais faire un retour à la ligne, voilà donc la commande qui me permet de le faire. Bien sûr, il y en a d'autres commandes à utiliser. Par exemple, si je voulais ajouter un espace horizontal dans le document, dans ce cas-là, je vais utiliser la commande #space. Donc, #space, elle permet d'intercaler des espaces horizontaux. Et là, je devrais donner la taille de l'espace que je voulais intercaler. Bien sûr,
Dans le cas vertical aussi, je peux intercaler des espaces et dans ce cas-là, je vais utiliser VS Space pour ajouter des espaces verticaux à notre document et toujours, je devrais donner en argument la taille de l'espace que je voulais intercaler, bien sûr, soit en centimètres, soit en pourcents, soit en pixels, tout dépend qu'est-ce que vous voulez utiliser comme unité. Je peux ajouter pas mal d'informations sur le document. Par exemple, si je voulais ajouter un titre à mon document, donc je vais utiliser la commande titre et à l'intérieur, je vais donner le titre que je voulais donner à mon rapport ou bien à mon document. Si je voulais ajouter mon nom en tant qu'auteur, donc je vais utiliser la commande authors et je vais mettre en tracolade l'auteur de ce document-là. Si je voulais indiquer la date de création de ce document-là, je vais utiliser la commande date et je dois donner une date en argument. Si je voulais imprimer la page de garde d'un document, je vais utiliser la commande make title. Donc, make title, elle va me créer une page de garde et juste après, je devrais écrire le title pour que le titre sera intercalé dans la page de garde. Si je ne mets pas make title, le titre il va être mis dans la première page en haut. Le texte titre, donc, c'est pour mettre un texte en italique. Et là, donc, je devrais donner le texte à le mettre en italique. Et si je voulais mettre un texte en gras, je vais utiliser le texte BF. Et à l'intérieur, je vais mettre le texte, la phrase, le paragraphe, la partie que je voulais l'écrire en gras. Donc, vous voyez, on a des commandes simples qu'on va juste les intercaler dans un document LaTeX et automatiquement en compilant toutes les commandes qu'on a écrites, ils vont être appliquées et on aura l'impact de ceci sur un document professionnel de très bonne qualité. Tout d'abord, avant de continuer et avant d'explorer encore des détails, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Est-ce que vous me comprenez? Je pense qu'il y en a des conversations là. Allez, y a-t-il des questions? Donc, pour Oui. ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que nous avons Abdo qui a levé la main. Abdo, la parole est à vous. Les autres aussi, hein? Abdo? Abdo, vous avez accès au micro. Vous pouvez... Même sur la conversation de la réunion, tu peux taper le code. Tu peux taper la question, pardon. Allez, tout le monde, ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît lever la main pour avoir la parole. Est-ce que vous connaissez LaTeX avant? Qui connaît LaTeX? Pendant 1 heure, je ne pense pas. Mais on peut programmer une formation peut-être. Je m'excuse, Madame Malek, j'ai répondu à la question. Est-ce qu'il y aura une partie pratique durant 1 heure? Je pense que c'est presque impossible, mais à la fin, je vais vous montrer un document que j'ai déjà écrit sur Overleaf et on va voir la structure. Mais pour faire de la pratique, ça nécessite du temps, donc c'est presque impossible durant 1 heure de faire la théorie et la pratique. On peut programmer une formation hein, là-dessus. Super. Donc, on a Sorifan. Sorifan, la parole est à vous. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Moi, ma question est que je veux savoir, est-ce que même pour les textes, on va toujours utiliser des commandes ou j'ai pas bien compris, c'est seulement pour les formats des textes on va saisir notre texte manuellement, on va saisir notre texte manuellement, mais c'est pour les formes. Oui, monsieur Hassan, regarde. Normalement, il y en a des templates à utiliser. Par exemple, regardez là, je tape. Vous voyez mon navigateur, hein? Je m'excuse. J'écris par exemple template Overleaf. Par exemple, je vais utiliser Overleaf comme éditeur. Donc voilà, j'utilise toujours le site officiel. Vous voyez ici, il va te montrer plusieurs
plusieurs templates. Ça, ce sont des templates pour des journaux et des articles. Là, pour des livres. Là, pour la bibliographie. Là, pour écrire un CV. Là, pour des événements et calendriers. Ça, pour les lettres, vous voyez. Donc, pour les rapports. Donc, je vais essayer de choisir un. Par exemple, voilà. Ça, c'est un rapport. J'ouvre. Là, il va me donner l'accès. Est-ce que je peux le voir en PDF, en source ou bien l'ouvrir? Donc, je commence par le voir en PDF, d'accord, pour voir la structure, comment il est écrit, ainsi de suite. Voilà un document. Vous pouvez déjà constater donc la qualité de l'écriture, les marges, comment ils sont vraiment très bien tracés. Vous voyez là, si le document, il me plaît, je vais dire, voilà, je voulais voir le code source. Donc, voilà le code source. Là, c'est tout ce qui est programmation et configuration. Et là, vous pouvez commencer dès là. Donc, là, c'est Begin Document. Vous allez enlever tout ça et vous allez mettre votre contenu. Soit vous allez le taper manuellement, soit vous avez déjà un document écrit en Word ou bien dans un WordPad ou bien n'importe où. Vous allez le copier-coller et le mettre ici. Donc, si vous n'allez pas changer de mise en page, automatiquement, vous pouvez voir votre document avec la mise en page qui a été précisée. Mais si vous voulez changer un peu, vous devez opérer au niveau de ces parties-là en haut qui mentionnent la mise en page. D'accord? Maintenant, comment vous allez faire ça? On va dire juste Open as a template. Je vais me connecter. Je ne sais pas si ce navigateur-là, il se souvient de mon mot de passe ou pas. Donc, je vais essayer d'ouvrir sur… je m'excuse, je vais essayer juste d'ouvrir sur l'autre navigateur parce qu'il me connaît déjà. Voilà. C'est free déjà. Est-ce qu'il a… voilà. Je devrais me connecter. Voilà, il m'a récupéré mon login ou mot de passe. Vous voyez, donc là, ce sont mes projets, d'accord? Donc, je vais revenir là. Je vais me dire Overleaf Template. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai expliqué, je vais essayer de choisir un rapport, par exemple celui-là. Lorsque je dis Open as a Template, automatiquement, il me redirige vers l'environnement. Là, c'est la partie où je vais écrire le code, c'est-à-dire mon document. Et à chaque fois où je change, je vais recompiler pour voir l'impact de ceci. Par exemple, tout à l'heure, ça, c'était « This is the title of the thesis ». Maintenant, je vais changer ça par mon propre titre. Donc, je vais chercher la commande title. Donc, on a dit déjà que c'est title qui va contenir le titre. Voilà. Tout d'abord, ici, vous voyez cette écriture-là, this is submitted, je peux la changer automatiquement en écrivant ceci. C'est un test, par exemple. Lorsque je compile, automatiquement, vous voyez, j'aurai mon contenu avec la mise en page qui a été définie. Là, donc, voilà, donc, je vais chercher le titre. Donc, je vais lancer la recherche comme ça. Par exemple, si je ne me trouve pas, elle est où la partie? Je mets CTRL F et je cherche. Donc là, le titre, il a été mis dans la partie configuration, je pense. C'est la partie mise en page. Attendez, donc il fallait quand même, je devais trouver la page de garde. Hein. Voilà, ce sont les différents, ça ce sont les annexes, les appendices, si vous voulez ajouter des annexes dans votre document. Donc là, juste, il fallait chercher l'emplacement du titre là où il a été mis parce que tout dépend comment ils ont organisé les fichiers de ce document-là. D'accord? De toute façon, pour ne pas perdre du temps de la formation, ce titre-là, il est quelque part dans les fichiers-là. Vous allez juste accéder et changer cette écriture-là par l'écriture que vous voulez intercaler et automatiquement, vous auriez votre propre titre. Donc, vous voyez, à chaque fois, on compile et on aura donc une nouvelle version avec ce qu'on a fait déjà. D'accord? C'est clair? Je reviens vers vous.
Oui, bien sûr. C'est clair. Très Merci. bien. D'autres questions? Ou bien je reviens vers la présentation. Si vous n'avez pas encore terminé, docteur, vous pouvez revenir vers la présentation et continuer. D'accord. Donc, juste ici, un petit truc à vous montrer parce qu'on a dit que l'Overleaf, il est collaboratif. Donc, on peut accéder à chat et donner le mail de la personne que vous voulez inviter à partager avec vous le document. D'accord? Donc, ici, c'est mon owner. Je vais ajouter un autre utilisateur. Je vais lui taper son mail et lorsque je vais l'inviter, automatiquement, il y aura l'accès à ce document-là et on peut travailler ensemble tout en étant synchronisé et chacun voit les modifications qui a été faites par les autres. Donc, je reviens maintenant à notre présentation pour gagner du temps. Donc, on a dit tout à l'heure, on a pas mal de types de documents qu'on peut écrire. Là, ce sont les classes qui peuvent définir les structures de documents. Bien sûr, chaque type de document, il a une spécificité au niveau de structure, au niveau de mise en page, les marges, les couleurs, les titres, les dispositions, ainsi de suite. On a le type article qui permet d'écrire des articles scientifiques. On a le type I3E, ce sont les conférences I3E, je pense que vous connaissez, ou bien vous entendez parler de l'organisation I3E qui organise des conférences scientifiques. Donc, ils ont un document un peu spécial en termes de présentation. Donc, on a la classe I3E qui permet d'écrire un document avec les restrictions de cette organisation-là. Et bien sûr, comme je vous ai montré tout à l'heure, à chaque fois où vous allez utiliser un template, vous auriez la mise en page prête. Il fallait juste mettre votre contenu. Donc, si vous allez écrire un document qui va servir comme étant une conférence, on va utiliser la classe proc. La classe report qu'on a utilisée tout à l'heure, pardon, c'est pour tout ce qui est rapport. La classe book, c'est pour écrire des livres. La classe letter, c'est pour écrire des lettres. La classe beamer, c'est pour écrire des présentations parce qu'avec la texte, on peut même présenter notre contenu dans une présentation telle que la présentation PowerPoint. Donc, voilà les classes que je peux utiliser. Maintenant, pour les packages, pour les bibliothèques que je peux utiliser, donc si je voulais mettre des formules mathématiques, je devrais utiliser le package AMSMath. Donc, AMSMath, c'est une bibliothèque qui contient toutes les formules mathématiques que vous pouvez imaginer. Donc, on peut l'inclure dans notre document. Donc, tous ces packages-là, pour l'inclure, je devrais utiliser Use Package et entre accolades le nom du package. Bubble, on l'a utilisé tout à l'heure pour les langues. Mini-page, si nous voulons insérer des mini-pages qui vont servir après comme étant des en-têtes, par exemple. Les captions, c'est pour personnaliser les titres des figures et des tableaux parce que pour chaque figure ou bien tableau, on devra donner un petit intitulé. Donc, c'est le caption qui va me permettre d'ajouter ces légendes-là. Le listing pour insérer plusieurs langages de programmation parce que vous savez tous que les langages de programmation, ils ont des caractères un peu spéciaux. Et là, donc, pour mettre en considération, bien pour prendre en charge les représentations différentes, on va utiliser le bibliothèque listing. Color pour la gestion des couleurs. Fancy HDR pour les en-têtes et pieds de page, si je voulais ajouter des en-têtes et des pieds de page. Géométrie, c'est pour manipuler les marges de la page, les interlignes et tout. Glossary, si je vais utiliser donc des mots-clés, on va utiliser des glossaires. Graphics, c'est pour ajouter des figures dans votre document. Hyperref, si vous voulez créer des liens dans votre document, par exemple au niveau de sommaire, lorsque vous cliquez sur un titre, vous serez redirigé vers la partie de ce titre-là dans le document. Vous devez utiliser le package Hyperref. Input, c'est pour le choix de l'encodage, on a vu ça déjà. Multicol, c'est vous voulez travailler avec des documents de plusieurs colonnes, parce que généralement, nos documents sont d'une seule colonne, mais si je voulais avoir des documents avec plusieurs colonnes, je vais utiliser le multicol. PDF Pages, si je voulais insérer des PDF dans notre document, parce que parfois, dans des universités ou bien des organisations, la page de garde, elle est fixe pour tout le monde et elle est partagée avec un document PDF. Là, on ne peut pas toucher, on ne peut pas programmer avec le texte. Donc, automatiquement, on va prendre cette page de garde-là telle qu'elle est et on va l'insérer dans notre document dans la première page. Et comme ça, on va utiliser le package PDF Pages. Rotating, c'est pour tourner les tableaux parce que parfois, on a un tableau trop grand et si je vais l'afficher en portrait, donc je ne peux pas voir tout le tableau. Dans ce cas-là, je vais utiliser le mode paysage. Donc, pour
les tournements ou bien pour tourner les objets, on va utiliser le package rotating. ULM pour s'éloigner le texte. URL pour inclure des URL qui peuvent vous mener vers des pages web. Parfois, on est en train de naviguer sur un document et on trouve un lien en bleu. Si on clique là-dessus, il va nous rediriger vers le navigateur. Si on voulait faire ceci dans notre document latex, on va utiliser la bibliothèque URL et finalement, donc, right-click, c'est pour insérer une image qui est entourée par du texte parce que généralement, pour latex, il va insérer l'image et puis le texte vient après. Mais parfois, surtout pour le double colonne, pour gagner de l'espace, nous voulons que l'image soit entourée avec le texte. Dans ce cas-là, on va utiliser la bibliothèque Wrapfic. Donc, vous voyez, on a presque tout en termes d'outils. Il fallait juste explorer, il fallait prendre la peine de chercher sur Internet et tester les différentes commandes sur votre document. Donc, lorsque je dis un document, principalement, je dis figure et tableau et référence bibliographique et formule mathématique. Ce sont les 4 choses obligatoires de les voir dans un document professionnel. C'est pour ça que j'ai choisi de vous donner la syntaxe de base pour ces éléments-là. Et je vais commencer par les figures. En fait, pour insérer une figure dans un document latex, je devrais utiliser cette syntaxe-là, pardon. Vous voyez, donc je vais commencer par Begin Figure parce que figure, c'est un environnement et elle admet plusieurs informations, le nom, la taille, le caption, ainsi de suite. Donc, pour cela, la position, donc pour cela, je devrais ouvrir un environnement. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai mis dans l'environnement? J'ai mis Centering et ça, c'est optionnel. Si je voulais que l'image sera au centre, je mets Centric, mais si je ne mets rien, elle va être alignée avec le texte. Include graphique, c'est elle qui permet d'insérer la figure. Et là, je devrais donner le chemin ou bien le nom de la figure que je voulais insérer. Donc ici, je voulais insérer l'image img.jpg, sachant que cette image-là devra être enregistrée dans le même emplacement que le fichier latex. La légende que j'ai choisie pour cette image-là, c'est example. Donc, lorsque l'image s'affiche, juste après, on va trouver fig 1 ou bien fig 2, tout dépend de son emplacement, et on va trouver le titre ou bien légende exemple. Label, c'est l'identifiant de l'image. Donc, à chaque fois où je voulais appeler l'image, je vais utiliser ce nom-là. Et puis, je ferme l'environnement de figures. Donc, avec ces simples instructions-là, on va insérer des images. Si je voulais insérer plusieurs images, le truc, il est simple. À chaque fois, je vais copier-coller ceci et juste changer le nom de l'image que je voulais insérer. Là, ce que je n'ai pas expliqué, c'est ce T-là. En fait, ce T-là, ça indique la position. Donc, lorsque je mets T, c'est-à-dire que la figure devra être insérée en haut de la page. Lorsque je mets B, c'est-à-dire button, c'est que cette figure-là devra être insérée au bas de la page. Lorsque je mets H, c'est que la figure devra être insérée dans l'emplacement où j'ai mis le code. D'accord? Là, c'est pour une petite restriction. Et finalement, page, donc P, si nous voulons que la figure soit placée dans une page séparée, c'est-à-dire il crée une nouvelle page et il met dedans la figure. Donc, vous voyez plusieurs alternatives possibles. Et là, pour que cela fonctionne, il fallait en haut utiliser le package graphique ou bien appeler le package graphics parce que c'est lui le responsable de toutes ces commandes-là ou bien c'est lui qui va nous permettre d'exécuter toutes ces commandes-là. Bien sûr, également, je pouvais ajouter d'autres informations à l'image, telles que, par exemple, je voulais dimensionner l'image ou bien donner des dimensions. Là, on a 2 choix possibles. Soit, avant de donner le nom de l'image, je donne l'échelle. Par exemple, je voulais que l'image, sa taille soit de 25% par rapport aux dimensions de la page, ou bien je donne carrément des dimensions en centimètres ou bien en inches. Là, donc, j'ai défini le width et le high pour dire longueur et largeur et je donne les unités, que ce soit les inches, c'est-à-dire les pouces, ou bien en centimètres. Donc, à vous le choix. Et vous pouvez bien sûr changer à chaque fois les dimensions et voir comment l'image, elle va apparaître dans votre document. Je vais passer au tableau. Là, donc, pour insérer les tableaux également, on va utiliser des commandes sous forme d'environnement. Donc, c'est la commande ou bien l'environnement tabulaire qui va nous permettre de créer un tableau. Et là, pour le tableau, je devais juste donner le format, c'est-à-dire combien de lignes, combien plutôt de colonnes et comment l'écriture, elle est mise dans les colonnes ou bien les cellules, c'est-à-dire est-ce que c'est centré, est-ce que c'est à gauche ou bien à droite et je donne la séparation. D'accord? Donc là, il y en a des caractères réservés qu'on peut utiliser. Donc, le L pour l'alignement à gauche, le R pour l'alignement à droite, le C si je vais écrire en centré et les barres pour voir est-ce que je voulais séparer avec des lignes ou bien il n'y a pas de bordure au niveau du tableau. Et là, donc, voilà un exemple.
pour tracer ce tableau-là. Donc, j'ai commencé par Begin Tabular, c'est l'environnement. Là, j'ai mentionné que j'ai 4 colonnes, 1, 2, 3, 4. Les colonnes sont séparées par des lignes verticales, ce sont les barres. D'accord? La première colonne, elle est centrée. La deuxième colonne, elle est à gauche. La troisième colonne, elle est centrée. Et la dernière colonne, elle est alignée à droite. D'accord? Là, le hashline, celui-là, c'est pour les lignes verticale, horizontale plutôt, parce que ça, les barres que j'ai mis là, c'est pour juste séparer les colonnes, mais si je voulais séparer les lignes, il faut qu'à chaque fois, je mets le hashline. Maintenant, je vais commencer à saisir le contenu de la première ligne, donc j'ai mis gauche, gauche, gauche. Donc, pour ça, c'est le contenu des cellules. Pour séparer le contenu de cellules, je mets un et commercial, d'accord? C'est pour se déplacer d'une cellule à une autre. Et si je termine la ligne, je devrais faire un retour à la ligne en utilisant le double slash. Donc là, il a compris qu'on a 3 cellules, donc il a mis gauche, 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 et puis j'ai mis 2 hashline, c'est pour ça qu'il nous a tracé 2 lignes. Si je mets un seul hashline, il va me tracer juste une seule ligne horizontale. Ensuite, j'ai rempli de la même façon la deuxième ligne, mais ici, j'ai juste mis une ligne horizontale, pas deux. Et finalement, j'ai tracé ou bien j'ai mentionné le contenu de la troisième ligne et j'ai terminé le tableau par une ligne horizontale. Si vous vous remarquez là, j'ai défini que j'ai 4 cellules, mais j'ai travaillé uniquement avec 3. Ça, c'est possible avec la TEC. Vous pouvez mettre moins de contenu, mais vous ne pouvez pas mettre un contenu de plus. C'est-à-dire, si vous mentionnez ici que vous avez 4 cellules, vous ne devez pas insérer 5 contenus. Ça ne l'accepte pas. Mais le moins, il est tolérable. D'accord? Donc là, c'est le même truc. Donc, juste, j'ai fusionné les cellules 3 et 4. Je n'ai pas mis une séparation là-dessus. Donc, c'est pour ça que je n'ai mis pas de barre ici. Et le résultat, c'est que j'ai 2 cellules qui sont fusionnées. Donc, vous voyez, il n'a pas mis de barre pour séparer les 2 cellules, mais c'est la même chose. Là, on a une seule cellule que je voulais diviser en 2. Donc, on peut le faire également avec V-line. Donc, vous voyez ici, entre X et Y, j'ai ajouté un V-line et il y aura automatiquement traçage d'une ligne qui sépare les 2 moitiés de la cellule. Mais pour le reste, ça c'est conforme par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Bien sûr, là, donc je peux donner une position typiquement comme le cas de figure. Donc, T pour dire le top, B pour dire le bas de la page et H pour dire insérer le tableau ici. Donc là, j'ai créé un simple tableau et j'ai donné donc la position. Et les positions, c'est kiff-kiff par rapport aux positions que je peux mentionner pour une figure. Donc, également, je peux fusionner les cellules, donc comme on le faisait en Word. Et là, pour supprimer les colonnes, on va utiliser le multicolonne. Et pour supprimer les lignes, on va utiliser le multi-row. Donc, vous voyez ici, c'est une syntaxe qui m'a permis de fusionner la première ligne et toutes les cellules. C'est pour cela qu'en définissant la première ligne, j'ai utilisé multicolonne. D'accord? Et là, j'ai donné le nombre de colonnes à fusionner. Donc là, j'ai 3 cellules. Donc en haut, je vais fusionner 3 cellules. Comment je vais écrire le contenu? Je vais écrire au centre et je devrais limiter les cellules par des barres. Donc ces 2 barres-là, leur équivalence est là. Ce sont les barres qui limite l'entrée et la sortie à la cellule, et puis je donne le contenu, d'accord? Et comme ça, il m'a tracé cette ligne fusionnée, et puis pour le reste du tableau, je continue tel que j'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a pas de restriction. Autrement dit, cette fusion-là, elle ne va pas influencer le reste du tableau. Par contre, donc si je voulais insérer des lignes ou bien fusionner des lignes, on va utiliser le multi-row. Donc là, le multi-row, elle va affecter tous les cellules, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il faut prendre en considération, une fois vous avez fusionné une cellule ici, c'est que la deuxième ligne, elle a comme nombre de cellules -1 parce que déjà, elle a donné une de ces cellules aux fusions. Donc là, le multi-row pour la première ligne, donc vous voyez ici, pour la première ligne, région Tunis, donc j'ai fusionné les colonnes, comme j'ai fait tout à l'heure. Et puis, pour la deuxième ligne, donc j'ai utilisé un multi-row. J'ai mentionné que je vais utiliser 2
cellules et je vais mettre un contenu Tunis. Ici, j'ai mis étoile parce que je n'ai pas de restriction où je vais écrire le mot ou bien où je vais écrire le contenu. Par contre, pour le reste, vous voyez ici, normalement, j'ai un tableau de 3. J'ai mis que 2 cellules ou bien j'ai mis que le contenu de 2 cellules. Pourtant, j'ai mentionné là que j'ai une cellule de départ, mais c'est une cellule vide. Pourquoi? Parce que son contenu, il a été mis dans la fusion. Je peux également ajouter des couleurs, comme vous le voyez là. Donc, dans ce cas-là, je devais utiliser le package Color TBL pour changer les couleurs. Donc, si je voulais changer des couleurs de mon tableau, je vais utiliser la commande Draw Color et je donne que ce soit la couleur ou bien je donne le niveau de gris ou bien l'intensité de gris que je voulais utiliser. Donc, vous voyez là, j'ai coloré la première ligne en rouge, la deuxième en vert, la troisième en bleu et pour la dernière, j'ai mis un niveau de gris. Donc, j'ai mentionné que c'est les gris et j'ai donné l'intensité, quel gris exactement je voulais. Là, donc, c'est un nombre réel qui va indiquer à quel point le gris est foncé que je voulais insérer pour colorer la cellule. Je peux également colorer les colonnes et dans ce cas-là, je vais utiliser Color. Mais ce qui diffère les lignes par rapport aux colonnes, c'est que pour les lignes, sur chaque ligne, je vais donner le couleur que je voulais utiliser. Par contre, pour les colonnes, je devrais mentionner ça au niveau de la configuration du tableau parce que, si vous vous souvenez tout à l'heure, on a dit que dans Begin Tabular, je veux donner le nombre de colonnes, la séparation des colonnes et la position de l'écriture. À part ça, je devrais donner donc également la couleur. Donc, vous voyez, dans la première cellule, je voulais donc avoir une écriture justifiée à gauche, le left, et je donne la couleur rouge. Pour la deuxième, c'est une cellule centrée et je vous donner la couleur verte. Et pour la troisième ligne, c'est une ligne, l'écriture, là où l'écriture elle est vers le right, c'est-à-dire elle est justifiée à droite. Et voilà, donc c'est la couleur bleue. Et le résultat, c'est un tableau où les colonnes sont déjà colorées. Bien sûr, je pourrais également diviser en diagonale les cellules, comme le cas ici. Dans ce cas-là, je vais utiliser la commande black/box. Donc, black/box, c'est une commande qui permet donc de diviser le contenu en diagonale de 2 cellules. Et là, je devrais donner les 2 contenus que je voulais mettre dans les 2 parties qui vont être créées. D'accord? Là, j'ai donné unité et prix. J'ai trouvé déjà unité et prix qui sont mis dans donc dans la partie qui a été générée par le black/box. Voilà, donc c'est bon pour les tableaux. J'espère que c'est clair. Je suis un peu pressée par le temps. Donc, pour l'insertion de sommaire et de légende, là, c'est le truc le plus simple dans la texte. Vous n'allez pas balayer le document et ajouter les légendes. Vous n'allez pas mettre à jour à chaque fois donc votre table de matière et votre légende, mais juste il fallait au début de votre document écrire ces 3 commandes-là. Donc, cette première commande, elle va vous permettre d'ajouter une liste de figures. Cette deuxième commande, elle va vous permettre d'ajouter et de gérer automatiquement votre liste de tableaux. Et finalement, cette commande-là, elle va vous permettre de générer automatiquement et mettre à jour automatiquement votre table de matière. Juste, vous mettez ces 3 lignes-là et vous allez ignorer le traitement des sommaires et des légendes dans votre document. Tout est pris en charge à 100% par LaTeX. Finalement, donc pour les formules mathématiques, donc là, pour utiliser les formules mathématiques, on va utiliser le package AMS Math. Donc, AMS Math, c'est le package ou bien c'est la bibliothèque qui permet la création des équations mathématiques. Là, pour créer des équations, on va utiliser l'environnement équation. Donc, on devra mettre begin équation et end équation. Et à l'intérieur, on va écrire l'équation mathématique que nous voulons utiliser. Bien sûr, on peut écrire avec LaTeX toutes les fonctions mathématiques qui existent dans le monde et que vous pouvez imaginer. Donc, il y en a bien sûr des mots-clés à utiliser. Par exemple, si je vais mettre le fois, donc son équivalent en LaTeX, c'est l'anti/times. Si je voulais mettre la racine carrée, donc son équivalent, c'est /sqrt. Et voilà, pareil pour les autres commandes. Donc là, aussi, vous n'êtes pas censé apprendre parce que tout est sur Internet. Donc, vous devez mettre symbole et équation sous LaTeX si vous allez trouver tout le syntaxe que vous pouvez utiliser. Là, parfois, on est censé intercaler des mots mathématiques ou bien des symboles mathématiques dans une phrase. Dans ce cas-là, on n'est pas censé ouvrir une équation parce qu'on va juste intercaler un petit truc mathématique.
Et pour le faire, donc, on va mettre les dollars. Donc, on met dollars, on met le nom que je voulais ajouter ou bien l'opération, ou bien ce que vous voulez, et je ferme le dollar et je continue à écrire. Dans ce cas-là, la petite formule ou bien le petit symbole va être intercalé dans la phrase et la texte, il va comprendre que cette partie-là, c'est une partie mathématique. Je vous donne un exemple. Donc, par exemple, soit alpha, un entier positif. Donc, soit un entier positif, c'est notre jargon, c'est le français pur, mais alpha, c'est un caractère mathématique, c'est un symbole mathématique. Dans ce cas-là, on écrit soit on met les dollars, à l'intérieur, on met anti-slash alpha, parce que alpha écrit en toutes lettres, hein, parce que anti-slash alpha, la texte, il va la remplacer en s'exécutant par le symbole alpha, et puis on continue un entier positif. Donc, dans ce cas-là, on va intercaler une petite équation mathématique au niveau, ou bien un petit symbole mathématique au niveau d'une phrase standard. Bien sûr, parmi les caractères que vous pouvez utiliser, donc à chaque fois où vous voulez mettre un composant, vous allez utiliser ce petit chapeau-là, et à chaque fois où vous voulez intercaler un indice, parce que toujours on travaille la puissance et l'indice en mathématiques, donc on va utiliser le tiré bas. Donc pour dire I1, ou bien I d'indice 1, on met I-8, 1. Si on va dire I au carré, on va écrire I chapeau 2. Et dans ce cas-là, il va comprendre que nous voulons écrire I au carré. Donc, voilà, donc, juste parce que les formules mathématiques sous la texte, vraiment, c'est très vaste, il y en a pas mal de choses à faire. Donc, je vous ai donné juste le principe de base et à vous d'explorer les différentes fonctionnalités. Mais je vous assure, la texte, c'est le premier document censé écrire des formules mathématiques. Finalement, donc, je vais finir par les références bibliographiques. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est une référence bibliographique? Donc, parfois, en rédigeant un rapport, on va utiliser des idées, des équations, des documents, des figures, des autres qui existent dans d'autres documents écrits par d'autres personnes. Donc là, pour garantir le copyright, pour être juste et pour être correct, il fallait mentionner que cette partie ou bien cette équation ou bien cette figure-là, elle est comme origine un tel document qui est écrit par une telle personne. Et pour faire ceci, on va utiliser ce qu'on appelle les références bibliographiques. D'accord? Donc, à chaque fois où vous allez, comme j'ai dit tout à l'heure, importer des documents ou bien un contenu, vous devez mettre ou bien enregistrer votre information sur ce document-là dans un fichier à part qui s'appelle un fichier .bib. Donc là, ce fichier-là, il a l'extension .bib et il est censé contenir les différentes références bibliographiques que vous avez utilisées. Là, ce fichier-là devra être enregistré, bien sûr, dans le même dossier que votre fichier LaTeX. Là, c'est la syntaxe pour ajouter un article. Si vous allez importer des données depuis un article scientifique, donc vous allez remplir ces champs-là dans votre fichier .bib. Si vous avez importé des données ou bien des informations depuis une conférence, donc là, vous devez remplir ces champs-là en utilisant cette syntaxe-là. Et puis, si vous allez importer des informations depuis une thèse ou bien un master, des autres personnes, bien sûr, vous devez aussi utiliser cette syntaxe et remplir ces champs-là, l'auteur, le titre, l'adresse, le school, l'année, ce que vous voulez. Donc, il y en a d'autres formules pour les livres, pour les cours, ainsi de suite. Là, ce qui est un peu bizarre, parce qu'on connaît tous que ça veut dire titre, journal, volume, page, année, ce que vous voulez, c'est ces idents-là. En fait, pour chaque référence bibliographique, on devra donner un identifiant unique. Et c'est à travers cet identifiant-là qu'on va les récupérer dans notre document Word. D'accord? Donc, chaque référence que vous allez inclure dans votre liste de références dans votre fichier .bib, vous devez lui donner un identifiant unique. Maintenant, c'est bon? Vous avez rempli votre liste de références bibliographiques. Il fallait l'appeler depuis votre document. Comment on va faire ceci? On va juste utiliser cette fonction-là ou bien cette commande-là. Bibliographie et je donne ici le nom du fichier .bib que j'ai créé. Par exemple, si j'ai créé ma bibliographie.bib, un fichier qui contient la liste des références bibliographiques que j'ai utilisées, il fallait juste ici mettre bibliographie, ma bibliographie.bib et automatiquement, LaTeX, il va récupérer les listes des bibliographies que vous avez utilisées et il va l'inclure dans votre document à la fin. Maintenant, comment l'inclure? Il y en a plusieurs formats.
Il y en a le format I3E, il y en a le format qui numérote les listes, il y en a d'autres formats qui fait un ordre alphabétique des listes, donc tout dépend. Si je voulais fixer un style d'apparition particulier pour ma référence bibliographique, je devais ajouter cette commande-là, donc bibliographie style, et je donne le style de bibliographie que je voulais appliquer. Là, je vous rappelle, le style, c'est la façon avec laquelle je voulais afficher mes listes. Soit je vais les numéroter, soit je vais les afficher en ordre alphabétique, soit je vais les afficher par leur année d'apparition, peu importe. Donc là, vous devez mettre le style. Et ici, on a pas mal de styles. On a le style plain. Les ouvrages ici sont triés par ordre alphabétique. Il y a aussi le style à insérer. Donc là, c'est équivalent à plain, mais les ouvrages sont liés ou bien sont triés par rapport à leur ordre de citation dans le document. Donc là, c'est la même représentation que plain, mais on va trier en ordre croissant selon l'ordre de citation. On a alpha, donc c'est un style qui permet de représenter les bibliographies avec cette façon-là. Donc les 3 premiers caractères de l'auteur concaténés avec l'année de publication de l'article ou bien de la référence. Et finalement ABBLV, donc c'est le style qui permet d'afficher la liste bibliographie selon le nom de l'auteur. Donc on va utiliser le nom de l'auteur comme étant une référence. D'accord? Donc vous voyez là, on a pas mal de styles, tout est prêt à l'emploi. Il fallait juste définir votre liste bibliographique et puis l'appeler dans le document. Et là, dans le document, si je voulais citer, par exemple, comme le disait Monsieur Flynn ou comme le disait Monsieur X, dans ce cas-là, on met anti/site et à l'intérieur de site, on donne l'identification qu'on a mis dans la référence. Donc, par exemple, ici, pour cet article-là, j'ai donné la référence 1. Donc là, je mets site 1. Automatiquement, il va récupérer la référence bibliographique que j'ai écrite dans le fichier des références. Là aussi, si vous changez de référence, si vous changez d'emplacement, si vous ajoutez, si vous supprimez des références bibliographiques, automatiquement, la liste bibliographique de votre document sera gérée et mise à jour automatiquement par votre éditeur LaTeX. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui. J'ai fait la course pour que je puisse balayer les différentes notions de base. Ce n'est qu'un départ, ce n'est qu'une petite initiation. Je vous invite et je vous encourage amplement à utiliser LaTeX. Je peux vous partager à travers Mademoiselle Malak ce document-là, appuyer sur ce document-là et essayer de commencer à explorer, à utiliser LaTeX pour écrire vos rapports professionnels parce que c'est très apprécié, c'est très recommandé. Je peux même vous dire que pour faire des publications scientifiques dans des journaux et des conférences, ils n'acceptent que les documents LaTeX et là, vous serez dans l'obligation de manipuler et de savoir comment écrire avec cet outil-là. Donc, malgré la contrainte du temps, j'espère que j'étais claire, j'espère que vous avez bénéficié de cette formation et que cette formation, elle est fructueuse pour vous. Et maintenant, je vous cède la parole, Mademoiselle Malak, pour gérer la discussion si on a des choses qui ne sont pas claires. Merci infiniment à vous, docteur. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Allez, des questions. Je pense qu'ils sont concentrés, ils sont en train d'utiliser Overleaf au fur et à mesure. Hein? Allez. Des questions, s'il vous plaît. Profitez, allez. Allez, qui ont des questions? Qui ont des questions? Même des feedbacks, on accepte. Hein? Donnez les feedbacks par rapport à cette petite conférence. On accepte les critiques. Hein? Oui, allez. Allez. Il y en a quelqu'un qui veut parler, je pense. Oui, allez-y, Camilia. Camilia, la parole est à vous. Bonjour, madame. Bonjour. En fait, est-ce qu'il y aura un examen après cette formation? Madame Malak, est-ce que vous pouvez répondre? Elle a dit, est-ce qu'on est censé passer un examen?
séminaire. D'accord? Tout à fait. Et un cours éducatif, un module à le faire et à avoir un examen à la fin de l'étude universitaire, d'accord? Donc, Donc, c'est un c'est juste séminaire. une formation, une conférence pour avoir des idées de plus. Ça ne va pas être évalué. Donc, pour Hazra, on veut le document, il faut pratiquer. Est-ce que je peux partager le document, mademoiselle Malak? Vous pouvez me l'envoyer et à tous les D'accord, participants qui me demandent des documents, que ce d'accord. soit Donc, pour ce séminaire ou bien les autres séminaires, vous les aurez dès que vos certificats de participation seront prêts, comme d'habitude. Je pense que vous avez appris cette leçon. d'accord. Donc, je vais l'envoyer à mademoiselle Malak et c'est à elle de le diffuser le document. Voilà. D'autres questions? Merci à vous. Merci pour votre présence. Ok, D'autres questions? Soirifan, la parole est à vous. Non, oui, je voulais seulement dire que comme on est nouveau sur la texte, donc peut-être on va voir sur les documents et essayer de s'améliorer. Mais je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui aura de questions à vrai dire. Même si ça a été bien présenté, mais toujours, on ne peut pas tout capter. Voilà ce que je voulais dire seulement. Mhm. Ok, Soirifan, écoutez, ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous aurez l'enregistrement et également le PDF, d'accord? Donc, je ne sais pas pourquoi vous vous inquiétez, vous l'aurez dans vos emails. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué quand vous étiez au séminaire du contenu TikTok. D'accord? Et ceci est pas juste à Sorifan, c'est à tout le monde. Merci, mademoiselle Malek. J'ai quelques questions sur les conversations. En fait, merci pour la présentation. Merci à vous. Pour les outils de bibliographie, hétéro et autres, donc il n'y a pas un outil bon, il y a un outil mauvais. Tout dépend de votre habitude à utiliser l'outil. Et là, avec la texte, vous n'êtes pas censé les utiliser carrément parce que c'est la texte qui va gérer votre bibliographie. Il fallait juste rétablir votre fichier bib là où il y en a la liste des références et c'est la texte qui va prendre en charge la gestion. Donc, vous n'êtes pas censé utiliser autre outil. Pouvez-vous nous envoyer le logiciel? Pour votre cas, pour ne pas avoir des problèmes d'installation, essayez d'utiliser Overleaf sur le net. Donc, vous écrivez www.overleaf.com tel que là, vous voyez, il est écrit là. Donc, vous êtes censé créer un compte, c'est gratuit. Et puis, vous pouvez directement utiliser la texte sur le net sans aucune installation particulière. Donc, bonjour, je tiens juste à remercier les administrateurs de MyDotion. C'est très instructif. Merci à vous, merci infiniment. Voilà, d'autres questions? Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Anix? Peut-être il veut parler. La parole est à vous. Un moment. La parole est à vous. Oh, merci beaucoup pour la parole. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je tiens d'abord à vous remercier, madame, pour vos explications parce que c'était bien expliqué, très clair. Moi, je voulais poser une question. Je voulais savoir s'il y a-t-il des fonctionnalités de latex qui peuvent être particulièrement utilisées pour, par exemple, pour la rédaction des thèses ou des mémoires. En fait, pour la rédaction des textes, il n'y a pas des commandes, mais plutôt il y a une mise en page. Parce que vous le connaissez, pour les universités, ils nous partagent généralement un fichier Word qui contient des restrictions. Il fallait par exemple écrire avec Time New Roman, taille 12 en noir, les figures centrées, tel et tel. Vous voyez? Donc là, on est censé juste obéir aux ordres du template. Pareil aussi pour la texte.
Si l'université ou bien l'organisation ou bien la conférence va vous envoyer un template, donc elle va vous donner la configuration nécessaire. C'est à vous juste de mettre votre contenu. Mais si vous êtes censé changer des trucs, donc vous pouvez utiliser les commandes que j'ai citées ou bien d'autres commandes qui existent sur le net. Donc, en résumé, on peut pas dire qu'il y en a des commandes spécifiques à une organisation ou bien à une université. Non, ça, c'est une syntaxe et chacun, il va l'exploiter à guise, selon ses nécessités ou bien selon ses besoins. Est-ce que c'est clair, monsieur Alix? Oui, oui, c'est clair, merci. Très bien. Alors, j'ai zappé une question. En fait, Hazra, pour les références bibliographiques, il y a des journaux qui ont un style de référence spécifique. Oui, en fait, chaque journal, il a son style et lorsqu'il va vous partager son template, vous allez trouver que dans la commande BibStyle, il a mentionné déjà le style de bibliographie qu'il veut avoir dans le document et c'est à vous de respecter ce choix-là, d'accord? Vous êtes libre concernant les rapports et les documents que vous allez développer ou bien que vous allez écrire pour vous-même ou bien pour des contextes hors journaux et conférences et templates de façon générale, d'accord? Mais généralement, si on va partager des templates, on va partager toute une page de configuration prête à l'emploi et c'est à vous juste de mettre votre contenu. Et là, c'est l'avantage de LaTeX. Vous n'êtes pas censé refaire la mise en page. Le fait d'inclure votre contenu scientifique et compilé, automatiquement, vous auriez le document avec votre propre contenu et avec la mise en page spécifiée par l'organisation ou bien par l'université. D'accord? Est-ce que la formation, c'est seulement pour aujourd'hui? Oui, en fait, c'est une petite conférence, ce n'est pas une formation. Donc, juste aujourd'hui. D'autres questions? Mademoiselle Malak, vous êtes avec nous? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît, les autres? Oui? Donc, est-ce que Mademoiselle Malak est avec nous encore une fois? Ok, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît sans l'écrire sur le chat. Veuillez m'excuser, j'ai un petit décalage de connexion. Ok, C'est pas Azra, grave. la parole est à vous. Je pense Bonjour que tout le Azra, monde. juste, il a dit qu'il Bonjour. écoute. Bonjour. Bonjour, Bonjour. est-ce que vous m'entendez bien? Oui, avec merveille. Merci beaucoup, madame. Donc, je voulais juste savoir concernant le Je vous en document, prie. parce que oui, est-ce que si j'ai déjà un document et que je veux convertir en latex, si j'ai bien compris, je dois ouvrir le document, c'est ça? Je dois ouvrir et comment je vais transférer justement les informations? C'est cette partie-là que je n'ai pas bien compris. Si j'ai déjà D'accord. un Donc, tu vas document ouvrir. que je veux, oui. D'accord. Il est écrit sur le Word, le document, n'est-ce pas? Oui, sur le Word, oui. Donc, voilà. Donc, tu vas choisir un template sur Overleaf, par exemple. Tu vas ouvrir le code source du template. Ensuite, tu vas remplacer ce qui existe entre le Begin Document et un document du template par votre contenu. Autrement dit, vous allez effacer tout ce qui existe entre Begin Document et un document dans le template et vous allez copier votre contenu de rapport et le coller au niveau du template. Et comme ça, vous auriez votre document avec la spécification donnée par LaTeX. D'accord. Si j'ai bien compris, je prends, par exemple, pour la partie résumé, je prends mon résumé, je le copie sur le document, d'accord? Oui. Et comment dire? Et pour tout ce qui est des commandes, c'est juste pour la mise en Il est prêt à page. l'emploi, oui. Pour les templates, les commandes sont prêtes à l'emploi. Pour tout ce qui est configuration, vous allez juste mettre votre contenu, mais à condition, regardez, si vous avez un tableau dans votre document, vous devez le retracer avec LaTeX. Parce que les commandes qui sont prêtes à l'emploi, ce sont les commandes de mise en page. Mais l'insertion des tableaux et des figures et des tirets et des références bibliographiques, c'est à vous de l'ajouter selon la syntaxe que j'ai partagée déjà. D'accord? Oui. Et comment le texte est censé savoir dans quelle partie il doit ajouter telle figure ou tel tableau?
c'est selon votre document. Vous allez balayer votre document. Là où vous allez trouver votre image, vous allez l'enregistrer sous forme d'image dans le dossier et remplacer cette image-là par un Cloud Graphics. Automatiquement, il va la récupérer le latex. Donc, c'est à glisser. C'est selon votre besoin où vous voulez insérer une telle image ou bien un tel tableau. D'accord? D'accord, ouais. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. D'autres questions? Excusez-moi juste une seconde, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, docteur. Pour ceux qui ont des questions jusqu'à l'arrivée de docteur, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. D'autres questions? Ok, nous avons une question d'Abdo. Est-ce que la texte corrige les fautes d'orthographe? Oui, en fait, vous pouvez mentionner, je m'excuse juste, s'il vous plaît, je m'excuse, c'est un peu urgent. Hein. Pas de souci. Alors, Abdo, veuillez patienter un peu, s'il vous plaît. Docteur sera bientôt de retour et répondra à votre question. À tous qui ont participé aujourd'hui, veuillez s'il vous plaît vous inscrire au formulaire envoyé sur le chat pour être capable de recevoir votre certificat. Oui, je m'excuse, Oui, mademoiselle Malek. Je suis dans le bureau, donc à chaque fois, j'ai des trucs urgents à faire. Donc voilà, je réponds à la question. En fait, pour le overleaf, vous pouvez donc choisir l'interpréteur syntaxique selon le langage que vous êtes en train d'utiliser. Et comme le Word, il va souligner en rouge les mots qui sont écrits de façon erronée et il vous donne également de propositions de correction. Donc, tout comme le Word. Mais là, pour ce qui diffère en latex, tu devras donner le type de compilateur d'orthographe à utiliser, soit celui de français ou bien d'anglais ou autre. D'accord? Super. Donc, docteur, si c'est possible d'envoyer le lien du latex sur le chat, bien, c'est pas possible. D'accord. Donc, www.overleaf.com. Vous êtes censé créer un compte, d'accord? Et c'est gratuit et automatiquement, vous pouvez créer des projets et utiliser tout ce qu'on a vu déjà. C'est bon, reçu le lien? Super, docteur. Donc, pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Qui ont des questions? Allez-y, n'hésitez pas. Qui a commencé à créer un compte sur Overleaf? On va donner le titre de l'étudiant le plus curieux, celui qui voulait juste tester sur Overleaf. Ok, je pense que nous avons répondu à la plupart des questions à la fin du séminaire d'aujourd'hui. Docteur, voulez-vous ajouter quelque chose? Merci infiniment à vous, mademoiselle, pour vos efforts et pour tout ce que vous faites pour l'organisation de cette conférence-là. Donc, merci infiniment à tous les étudiants pour leur présence, pour les questions qu'ils ont posées, pour la façon avec laquelle ils ont dirigé l'explication et le déroulement de la conférence. Donc, je vous souhaite une bonne continuation, je vous souhaite un bon vent et je vais partager tout de suite le document de la présentation à mademoiselle Malek. Et voilà, donc à une prochaine formation ou bien à une prochaine conférence, Inch'Allah. Merci infiniment à vous, docteur, pour tous vos efforts. Merci aux participants pour avoir participé au séminaire d'aujourd'hui. Attention, attention, attention. Et veuillez, s'il vous plaît, vous inscrire via le lien envoyé sur le chat au certificat de participation du séminaire. Pas d'inscription, pas
Pas d'inscription, pas de certificat de participation. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers, concours et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook, le groupe WhatsApp des activités étudiants ou encore le site web. Merci à vous tous et nous verrons une chance dans d'autres séminaires ou encore à 16 h selon l'heure locale de l'Arabie Saoudite avec le séminaire de comment créer un contenu YouTube ou bien les vidéos YouTube et encore le séminaire de demain qui est l'un des séminaires de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. Et le gagnant de du concours de la sensibilisation au cyberharcèlement sera également annoncé. Donc, ne loupez pas ces événements et ne loupez pas cette occasion. Ne loupez également pas les événements organisés dans le cadre de la Semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir. Au revoir à tous.